Ok, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter des travaux ou du moins des discussions, des réflexions qu'on se pose aujourd'hui sur la modélisation du stress hydrique. Puis je remercie aussi Tristan qui a bien présenté en détail les évolutions hydroclimatiques finalement qui attendent dans les Alpes, puisque moi je vais vous présenter les liens finalement, les impacts de ces impacts. Finalement, je vais venir vous présenter des illustrations au travers de la modélisation du stress hydrique. Manu, j'ai pas le pointeur. Ah si, là. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au stress hydrique? Eh bien finalement, aujourd'hui, il n'y a plus aucune région peut-être dans le monde qui est épargnée, pas forcément sur l'année, mais sur différentes périodes de l'année, de manière saisonnière, ponctuelle. Et ça fait partie des objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 par les pays membres des Nations Unies. Ils ont adopté 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici à 2030. Et il y en a notamment un qui porte sur l'eau, c'est l'objectif numéro 6, qui est que finalement, toute personne devrait pouvoir avoir accès à de l'eau en quantité suffisante, mais aussi à l'assainissement. Pour pouvoir atteindre cet objectif, ils ont défini au sein des Nations Unies différentes cibles. Et nous, la cible qui nous intéresse pour le stress hydrique, c'est finalement la cible 6.4. Donc, ils considèrent que d'ici à 2030, il faut faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées de manière durable et raisonnée et que tous les utilisateurs puissent en tenir parti et en limitant le risque de pénurie d'eau. Alors, comment savoir si on a atteint cette cible ou pas? Eh bien, pour ça, on a des indicateurs. Et on a notamment l'indicateur de stress hydrique, de pénurie d'eau, qui, lui, est finalement définir quelle est la part des ressources en eau disponibles qui sont prélevées pour satisfaire les usages de l'eau, les demandes en eau. Alors, grâce à cet indicateur, les Nations Unies sont aujourd'hui capables, à l'échelle nationale, donc à l'échelle de chaque pays, de définir quel est le niveau de pénurie d'eau, et puis ils essaient de faire ça annuellement. Donc là, je vous montre la carte la plus exhaustive qu'il y avait, qui date de 2013, et où on voit en rouge, finalement, les pays qui sont actuellement en risque de pénurie d'eau. Donc c'est les pays du Maghreb et du Proche-Orient, où finalement, ça veut dire que dans ces pays-là, il y a 80% des ressources en eau qui sont prélevées pour tenter de satisfaire les usages de l'eau. Et puis à l'inverse, en bleu, on a les pays qui sont en situation de confort, c'est notamment le cas de la Suisse, où il y a 10% des ressources en eau nationales qui sont utilisées, qui sont prélevées pour satisfaire les usages de l'eau. Alors comment est-ce qu'on arrive à ces cartes-là? Eh bien, on développe des outils de modélisation intégrés. Donc c'est une approche systémique où vous allez d'abord évaluer la disponibilité de la ressource en eau. Puis, dans un second temps, vous allez évaluer les prélèvements en eau. Et puis, vous allez confronter ces variables clés au travers donc, de l'indicateur de pénurie d'eau, où c'est finalement le rapport entre ces deux variables. Et puis, nous, en tant qu'hydrologues, en tant que modélisateurs, notre job, ça va être un petit peu de regarder comment va évoluer cette pénurie d'eau en utilisant des modèles, des scénarios climatiques, tels que ceux qui ont pu être présentés par Tristan précédemment, les intégrer dans des modèles hydrologiques pour voir les tendances hydrologiques, quelle va être la disponibilité de la ressource en eau à court et moyen terme, et puis aussi d'émettre des hypothèses sur les évolutions socio-économiques, socio-démographiques qui vont influencer finalement les prélèvements en eau qui vont en être faits, et puis ça va nous permettre de définir des risques de calculer l'indice de pénurie d'eau sur une période prospective et donc d'évaluer le risque de pénurie d'eau. Donc cette approche générale, pour être un peu plus concrète, parce que là c'est très général, très théorique, je vais vous montrer au travers d'un exemple qui ont été menés au travers donc, de 2 programmes de recherche. Donc il y a un programme de recherche qui a été le programme de recherche Montanacqua, donc qui a été réalisé par l'Université de Lausanne avec l'Université de Berne et l'Université de Fribourg dans le cadre du programme national de recherche 61, et où là ils se sont en particulier attardés sur le cas de Crans-Montanassière en Valais. Et puis après, moi, dans le cadre de mon postdoc, je me suis attardée sur l'ensemble des bassins versants du canton de Vaud. Donc il y a 9 bassins versants sur lesquels on s'est attardé. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats pour 3 bassins emblématiques des différentes régions du canton de Vaud. Donc on aura le cas de la Venoge, qui représente un peu l'évolution des bassins versants de l'arc lémanique. Je vous présenterai aussi le Talent, qui lui représente un peu l'évolution des bassins versants du plateau suisse. Et enfin, la Grande Eau, qui, elle, est représentative un peu des évolutions des bassins versants, des Préalpes, en particulier les Préalpes vaudoises.
Donc, ce qui était intéressant à travers, en tout cas, toutes ces études de cas, c'est que déjà, on avait une variabilité sur les régimes hydrologiques. On voit toute une série de différents types de régimes hydrologiques, mais aussi, on avait une diversité dans les usagers de l'eau. On va voir l'usage domestique, l'usage agricole, que ce soit aussi bien pour l'irrigation que pour l'élevage, mais aussi par le biais de crans montagnacères, l'influence aussi de l'attrait touristique des régions sur l'utilisation de l'eau. Donc, comment vont être influencées en termes de changement climatique ces régions? Eh bien, en tout cas, pour l'ensemble des territoires étudiés, ils vont être marqués par une augmentation des températures de 2 à 3 degrés et d'1 degré supplémentaire au cours de la période estivale. Donc ça rejoint les scénarios présentés par Tristan. Et puis, en termes de précipitations, alors là, ça va être un peu plus varié. Sur toute la partie lémanique, là, ça serait plutôt une augmentation des précipitations qui sont projetées au cours de la période d'octobre à mai, tandis que sur le plateau et les Alpes, ce serait plutôt une diminution des précipitations durant la période estivale. Mais en tout cas, ce qui est remarqué, ce qui a été déjà dit précédemment, c'est vraiment cette évolution du ratio pluie-neige. C'est que sur l'ensemble des territoires étudiés, on devrait avoir davantage de précipitations sous forme liquide, donc sous forme de pluie, plutôt que sous forme de neige. Donc ça va avoir un impact direct sur les écoulements de surface. Et puis, dans le cas de crans montagnacères, il y a également le glacier de la Plaine Morte qui influence en partie les écoulements. Et donc, il y a des travaux de modélisation qui ont été faits pour voir finalement, avec l'évolution du glacier de la Plaine Morte, comment pourraient évoluer les écoulements de surface associés à ce glacier. Donc là, c'est une simulation. Donc, sur la gauche, vous avez le glacier. Et puis, si on regarde à travers le temps, on voit que le volume du glacier il tend à diminuer jusqu'à l'horizon 2050. Et ça, c'est une répercussion directe. C'est que finalement, on a cette fonte de glace, le volume qui diminue, mais un impact, une opportunité, c'est finalement que les écoulements de surface vont augmenter grâce à cette diminution du volume. Mais par contre, au-delà de 2050, notre volume du glacier tend à diminuer, quitte à disparaître jusqu'en 2070-2080. Et puis là, on n'a plus suffisamment de glace pour venir soutenir les écoulements de surface. Et donc là, on aurait une diminution des écoulements et voire même jusqu'à atteindre des niveaux d'eau inférieurs à ceux observés actuellement. Et puis donc ça, c'est ce qu'on observe sur la courbe bleue. D'abord une augmentation, puis après la réduction des écoulements en lien direct avec l'évolution du volume du glacier de la Plaine Morte. Donc ça, comme je vous le disais, des répercussions directes sur les écoulements de surface. Donc en noir, là, vous avez les courbes en noir, c'est ce qui est observé actuellement, une moyenne générale. Et puis en bleu, c'est la moyenne générale observée, simulée par les modèles hydrologiques à l'horizon 2050. Donc, ce qu'on regarde, ce qu'on peut observer, donc c'est sur la Venoge, on a vu qu'il y avait une augmentation des précipitations qui était prévue d'octobre à mai. On a directement un impact direct qui est une augmentation des écoulements, d'autant plus que ces précipitations seraient davantage sous forme de pluie que sous forme de neige. Par contre, donc finalement une évolution du régime hydrologique de niveau pluvial à un régime pluvial. Pour le talent qui est sur le plateau, donc on a vu une diminution, on avait annoncé une diminution des précipitations entre 10 et 20% au cours de la période estivale. Ça se répercute sur les écoulements où il y aurait des étiages plus longs et plus sévères. C'est peut-être la Grande Eau qui s'en sort le mieux, puisqu'il y aurait toujours un certain volume d'eau, mais par contre, on voit que la dynamique saisonnière va plus s'aplanir. On a normalement des périodes vraiment marquées de hautes eaux et de basses eaux. Là, ce serait plutôt un signal plutôt faible, même si le régime hydrologique resterait nival. Enfin, concernant crans montagnacères, eh bien, l'apport du glacier permet de finalement garder les volumes d'eau observés actuellement jusqu'à l'horizon 2050. Si on faisait cette courbe pour l'horizon 2080, ce serait certainement tout autre. Mais donc là aussi, un maintien du régime actuel dans des cours d'eau. Donc ça, c'était pour notre première boîte, et disponibilité de la ressource en eau. Si maintenant on regarde la seconde boîte, qui sont les prélèvements en eau, les usages de l'eau. Donc là, ce que vous avez en histogramme, ça va être les volumes d'eau demandés actuellement pour les différents secteurs, avec en violet pour le secteur domestique et en vert, c'est ceux qui ressortent le plus, c'est le secteur agricole. Donc actuellement, on remarque donc sur l'ensemble des bassins versants, on a des pics de demande en eau, en particulier au cours de la période estivale, qui est en lien direct avec l'agriculture, aussi bien pour l'irrigation que pour l'abreuvage des bêtes.
Et puis par contre, on a quand même dans la région de Crans-Montanassière aussi des pics. Alors on voit moins parce qu'on a voulu garder les mêmes échelles pour permettre les comparaisons, mais il y a également un pic au cours de la période hivernale qui n'est pas lié à l'irrigation, là, mais aux usages domestiques liés à l'attrait touristique de la région. Puis là, on a émis des scénarios d'évolution. Donc, sur les bassins versants du canton de Vaud, là, c'est un scénario tendanciel. Donc, c'est-à-dire, on poursuit la croissance démographique actuelle. Les besoins en eau pour l'irrigation sont influencés directement par le climat. Et puis, pour l'élevage, pareil, on a continué les tendances actuelles. Donc là, c'est finalement une évolution vers davantage de vaches à viande, comme on appelle ça, plutôt que des vaches laitières. C'est ce qui s'observe actuellement dans les tendances actuelles. Et puis, dans le cas de Crans-Montanassière, il y a plusieurs scénarios qui ont été émis par les équipes de recherche. Il y a eu un scénario tendanciel, donc ça, c'est ce qu'on observe avec la courbe grise en pleine. Et puis, il y a eu par contre plusieurs scénarios avec des opportunités d'évolution qui ont été émises. Et puis, donc là, si on regarde le scénario le plus optimiste, donc qui est la ligne en tiré gris clair, où là, c'est finalement se dire, à Crans-Montanassière, on va maintenant faire des efforts pour réduire la pression exercée sur le milieu en se tournant vers du tourisme doux, on oublie l'enneigement artificiel, et puis l'agriculture aussi, on va se tourner vers une agriculture raisonnée, et typiquement se tourner vers du goutte à goutte, par exemple. Et donc, ces scénarios, dans le cadre de Crans-Montanassière, ça a permis de faire une gamme de variations possibles des besoins en eau, entre moins 10% par rapport à l'actuel, dans le cas le plus optimiste, et puis jusqu'à plus 20% dans le cas pessimiste, où on garde le scénario tendanciel, comme c'est le cas sur les autres bassins versants du canton de Vaud, où là aussi, le scénario tendanciel tend à montrer une augmentation des prélèvements en eau de l'ordre de 20% à l'horizon 2050. Et puis maintenant, on va confronter ces variables pour connaître le risque de pénurie d'eau. Et puis donc, ce qu'on remarque, c'est que sur l'arc lémanique qui est sur le plateau, c'est au cours de la période estivale qu'on a un risque de pénurie d'eau, en particulier juin, juillet, août. Tandis que sur Crans-Montanassière, ça va être plutôt l'hiver, en janvier, février, mars. Et puis finalement, ce qu'on remarque, c'est ce risque de pénurie d'eau, c'est que lié certes à des besoins en eau importants, mais ça correspond aussi à la période d'étiage, à la période où il y a le moins d'eau dans les cours d'eau, donc une pression exercée sur les milieux au moment où il y a le moins d'eau disponible. Et puis avec les changements climatiques et anthropiques que je viens de vous présenter, cette période, elle devrait s'étaler sur le plateau et l'arc lémanique, donc une période plus longue avec un risque de pénurie d'eau. Et puis dans le cas de Crans-Montanassière, on aurait également au cours de septembre, où c'est aussi une deuxième phase d'étiage, où il y a aussi des besoins en eau importants, notamment pour l'irrigation. Donc ce qu'on... Ah non, ça a sauté 3 slides, voilà. Donc actuellement, les approches de stress hydrique qu'on développe et qui sont appréhendées également par les Nations Unies, ce sont des méthodes qui sont assez robustes et qui permettent de définir la situation actuelle et d'identifier des grandes tendances d'évolution en identifiant quels sont les facteurs. Est-ce que c'est davantage des facteurs climatiques ou des facteurs anthropiques qui vont jouer sur ce risque de pénurie d'eau ? Et d'identifier finalement les régions les plus vulnérables, mais aussi les périodes les plus vulnérables. Et puis là, on l'a vu sur l'ensemble des études de cas, c'est vraiment lors des périodes d'étiage qui correspondent aux périodes où il y a le plus de besoins en eau. L'ensemble de ces travaux, ils ont été menés en collaboration avec des acteurs de l'eau, avec des décisionnaires. Et ça a été des choses importantes, car ça a déjà mis en lumière un problème de temporalité. C'est que pour nous, nos modèles nous permettent d'aller voir sur du moyen terme, 2050, du long terme, 2080. Par contre, les gestionnaires, ils auraient besoin de savoir ce qui va se passer demain. Et là, par contre, nous, on a des limites au niveau des outils. Donc, ça permet aussi un peu d'homogénéiser le langage, de savoir vers où on va, mais aussi de travailler sur des scénarios communs, que ce ne soit pas les scientifiques qui sortent des scénarios parce que ça leur dit bien d'étudier ce scénario-là. Non, c'était des scénarios qui intéressaient les décisionnaires et donc de telle sorte à ce qu'ils puissent davantage s'approprier les résultats scientifiques et que pour eux, ça puisse parler et les aider dans la prise de décision. Néanmoins, aujourd'hui, notre risque de pénurie d'eau, il se heurte à 2 limites qui génèrent un biais dans l'évaluation du risque de pénurie d'eau. La première dimension, c'est on va finalement, dans les 2 cas, on va venir jouer sur nos deux boîtes, notre boîte ressources en eau puis notre boîte besoins en eau. Et puis sur la boîte ressources en eau, peut-être que certains l'ont déjà remarqué, c'est que finalement, dans nos études, on s'intéresse uniquement sur la disponibilité de la ressource en eau en termes de volume. C'est-à-dire que toute l'eau disponible dans notre rivière est disponible pour satisfaire nos usages de l'eau.
Et puis, on met de côté l'aspect qualitatif, c'est-à-dire l'aspect qualité. Si l'eau elle est polluée, bon, on ne sait pas. Alors que finalement, si ce volume d'eau il est bien présent, mais qu'il est pollué, on ne va pas pouvoir le prélever. On a quand même un risque de pénurie d'eau qui est présent. Donc ça, c'est une des grandes limites actuelles des risques de pénurie d'eau, des évaluations du risque de pénurie d'eau, et sur lesquelles les scientifiques se penchent. Il y a déjà certains outils qui existent, qui permettent d'évaluer la qualité des cours d'eau, que ce soit leur qualité chimique, biologique, écotoxicologique. Ce sont des outils qui existent dans la directive cadre européenne pour les pays membres, mais aussi qui existent en Suisse au travers du système modulaire gradué et qui est géré par l'Office fédéral de l'environnement. Donc ce sont des outils qui existent, et puis nous on a un petit peu eu envie d'aller voir ces outils. Est-ce qu'on pourrait les utiliser, les mobiliser pour mieux appréhender notre risque de pénurie d'eau, pour réduire l'incertitude? Donc pour ça, on a travaillé sur un petit bassin versant, le Boiron de Morges, donc qui prend sa source au pied du Jura et qui s'écoule jusqu'au lac Léman. Et il traverse différents environnements. Tout à fait à l'amont, il est dans une zone forestière. Puis après, toute sa partie du milieu, ça va être une zone agricole. Et puis après, à l'exutoire, approche de l'exutoire, il traverse une zone urbaine. Donc on avait différentes cas de figure qui pouvaient influencer la qualité des eaux. Donc là, je vous présente quand même un résultat schématique pour que vous compreniez le message sur les risques, les incertitudes liées au risque de pénurie d'eau. Donc dans notre cas, on a d'abord regardé la dynamique, quelle était la dynamique de notre cours d'eau en termes de volume. Et puis, plus vous allez, donc c'est ce que vous avez avec les petites gouttes d'eau qui sont représentées. Quand vous êtes en bleu, ça veut dire que vous êtes dans un bon équilibre, un bon état hydrologique de votre cours d'eau, donc ce qui est le cas du Boiron de Morges. Alors il y a la période 2009-2011 qui ressort en jaune et orange, mais là c'était parce qu'il y avait la période de sécheresse, donc il y avait des étiages particulièrement sévères, très peu d'eau dans le cours d'eau, donc c'est normal qu'on l'observe au travers de l'indicateur. On a également regardé l'état physico-chimique, donc ça c'est ce qui est, les résultats sont présentés avec les petits carrés, puis alors là on voit qu'on est dans le rouge, ça veut dire qu'on a un très mauvais état physico-chimique de notre cours d'eau, et quand on a regardé en détail, c'est parce qu'il y a des pollutions au nitrate et au nitrite qui est liée directement avec l'activité agricole qu'il y a sur le bassin versant. Enfin, le dernier élément qu'on a regardé, c'est la concentration en pesticides. Donc là, c'est représenté avec les petites gerbes d'herbe là. Et puis là, on voit à nouveau qu'on est dans du jaune à rouge. Donc ça veut dire dans un état écotoxicologique modéré à très mauvais. Et donc là, une fois encore, qui s'explique par l'activité agricole du bassin versant. Donc finalement, on réalise bien que si on voulait prendre en compte la qualité de notre cours d'eau, certainement que le risque de pénurie d'eau il serait plus important. Et puis, on avait deux autres stations de mesure, une assez à l'amont et une à mi-parcours. Et puis là, on a regardé, on s'est dit, tiens, allons voir, est-ce que l'état du cours d'eau à l'exutoire est représentatif et on pourrait uniquement s'appuyer sur cet état-là pour aller évaluer notre risque de pénurie d'eau. Puis là aussi, on a remarqué que ça évoluait de l'amont vers l'aval. Donc, sur les deux stations intermédiaires, il n'y avait pas de mesure des écoulements, donc on n'a pas pu regarder au niveau de la dynamique. Mais par contre, on a pu regarder au niveau physico-chimique. Donc là, si on regarde tout à fait à l'amont, on a un très mauvais état. Donc là, c'est lié par contre à une pollution à l'ammonium, parce qu'on a des parties boisées qui sont drainées pour permettre d'avoir des prairies. Donc c'est une pollution vraiment naturelle à ce niveau-là. Et par contre, en termes de pesticides en amont, on voit qu'on est en bon état, on est dans le vert. Donc, ça veut dire qu'on a un bon état écotoxicologique tout à fait à l'amont du bassin versant. Par contre, plus on va en aval, donc là, on voit qu'au niveau chimique, ça s'est amélioré, on est passé en modéré. En effet, à ce niveau-là, la pollution à l'ammonium a disparu parce qu'il y a eu la capacité d'auto-épuration de l'eau qui est entrée en jeu. Et par contre, on commence à avoir des pollutions au nitrate et au nitrite qui commencent à être identifiées. Et on a également des pollutions de pesticides qui commencent à être identifiées à mi-parcours. Donc finalement, la qualité de l'eau, c'est quand même, on voit que c'est un élément important, mais c'est aussi un élément qui évolue sur notre cours d'eau. Et donc ça génère des difficultés pour pouvoir, quelle est finalement la valeur qu'on retient si on voulait intégrer cette dimension-là dans notre appréhension du risque de pénurie d'eau. Donc les indicateurs qui sont proposés dans la directive cadre européenne ou dans le système modulaire gradué en Suisse, c'est clairement des outils robustes qui sont fiables, qui nous permettent d'identifier des situations de pollution ou non, et on arrive à identifier les causes de ces pollutions à travers ces indicateurs.
Mais par contre, ce sont des indicateurs qui s'appuient sur des données de prélèvement en eau. Et c'est une fois que les prélèvements ont été faits sur l'année qu'on va pouvoir dire « Ah ben, cette année, notre rivière était polluée ou non ». Ce ne sont pas du tout des indicateurs qui ont une dimension prospective. Donc là, en plus de cette difficulté à savoir quel indicateur je retiens à quel niveau dans ma rivière, puisqu'il y a une évolution de l'amont vers l'aval, c'est finalement comment est-ce que ces indicateurs, je peux arriver à les transformer en indicateurs prospectifs. Et actuellement, on n'a pas trouvé encore de solution à cette question-là. Donc, la position que prennent les scientifiques actuellement, donc c'est vraiment quelque chose de récent, hein, ce dont je vous parle, c'est des choix méthodologiques qui se font là sur ces 5 dernières années. C'est finalement, généralement, quand on évalue le risque de pénurie d'eau, on garde une part du volume d'eau pour les écosystèmes en gardant le volume minimum résiduel, en disant, voilà, cette valeur-là, on la met de côté, c'est pour les écosystèmes. Mais finalement, ce qu'il faut venir explorer, c'est quelle est la capacité d'auto-épuration de notre cours d'eau, quel est le volume d'eau qui serait nécessaire dans la rivière pour finalement s'affranchir naturellement des pollutions de l'eau présentes dans l'eau et finalement laisser ce volume d'eau dans notre bassin versant pour que notre rivière puisse fonctionner naturellement et derrière qu'on puisse agir sur les ressources en eau pour les prélèvements. Donc ça, c'est des réflexions qui sont menées sur quelle est la part du volume d'eau nécessaire à l'auto-épuration et le volume minimum résiduel qui est actuellement défini pour maintenir un bon état écologique des cours d'eau. Donc ça, c'est un des moyens. Et c'est un des moyens qu'on trouve qui permettent finalement aussi de tenir compte de ces connaissances écologiques qu'on apprend sur notre cours d'eau pour pouvoir aider aussi à la décision, davantage orienter l'aide à la décision. Donc ça, c'était pour comment améliorer l'appréhension de la pénurie d'eau sur la boîte ressources en eau. Puis maintenant, on a notre boîte besoins en eau. Finalement, la boîte ressources en eau, c'est presque la boîte la plus facile, entre guillemets, parce que c'est quelque chose, la ressource en eau, on la suit depuis un certain temps, on a des chroniques d'assez longue période, à des pas de temps très fins, et on a des outils de modélisation assez fiables aujourd'hui qui existent, qui nous permettent d'émettre des scénarios prospectifs et pour l'hydrologie. Par contre, pour les besoins en eau, pour l'usage de l'eau, ça, c'est un autre dilemme. C'est quelque chose où, généralement, on a des temporalités assez grossières, c'est-à-dire on a une valeur annuelle qui nous est donnée, qui est souvent liée au fait qu'il y a de la facturation de l'eau. Donc, on a des volumes annuels, on n'a pas et on n'a pas la saisonnalité, finalement, des usages de l'eau. On va connaître les grandes saisons. Finalement, oui, là, c'est une saison touristique, donc oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de prélèvements en eau qui sont faits. Mais quand exactement, à quelle saison et à cause de quelle activité en particulier? Est-ce que c'est l'enneigement artificiel? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des activités touristiques en été, en hiver? Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a encore du mal à bien cerner. Et puis parce qu'on a peu de chroniques dans le temps. C'est très souvent très ponctuel. Et donc, voilà, des hypothèses grossières qui sont encore faites sous l'estimation des usages de l'eau, et c'est sur ce point-là où il y a le besoin de progresser davantage. Et puis ça a nourri notamment la réflexion d'une thèse qui a été menée à l'Université de Lausanne, que Emmanuel a encadrée et dans laquelle j'ai pu suivre un petit peu l'évolution, qui a été menée par Martin Caliano, dans la région de Montana, justement. Donc lui, ce qu'il a fait dans cette thèse, c'était finalement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait améliorer ses connaissances des usages de l'eau. Donc pour ça, il est allé voir il a identifié 4 grands secteurs différents d'usage de l'eau dans la région de Montana. Donc il y a la station touristique, puis plus en aval, le village historique, puis les prairies, puis les vignobles. Et puis sur chacun de ces secteurs, il est allé faire des prélèvements réguliers. Il a installé des compteurs, en plus des compteurs de la Régie des eaux. Et puis il a fait des relevés réguliers pour voir au cours du temps comment évoluaient les usages de l'eau et quelle était la pression exercée sur le milieu par ces différents usages. Et à partir de là, il a pu en extraire un concept qui est le concept de régime des usages de l'eau. C'est un peu comme les régimes hydrologiques, c'est exactement le même principe, sauf que là, il a regardé uniquement au niveau des usages de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a pu mettre en avant? Donc, si vous regardez toutes les courbes grisées en noir, c'est les usages domestiques. Donc, on voit que finalement, sur l'ensemble de l'année, on a un usage assez constant. Mais par contre, à la station touristique, on a un pic en juillet et en août. C'est là où il y a une forte demande. Et en octobre, il y a un autre pic que vous voyez. Donc ça, c'est un pic dans le secteur de Corin, qui est la zone irriguée
avec les vignobles. Et puis en fait, ça correspond à la période des vendanges et où il y a le nettoyage des cuves notamment. Donc l'analyse de ces compteurs a permis de mettre ça en avant. C'est que finalement, oui, il y a des moments, des périodes où il y a une pression sur le milieu qui est davantage exercée et les causes aussi de ces pressions. Et ça, notamment le pic en octobre, était une surprise. Si on regarde maintenant en irrigation, donc là, vous avez la courbe bleue, rouge et verte pour différents secteurs. Et puis là, clairement, l'irrigation, on voit que c'est des moments très ponctuels qui exercent une pression sur la ressource en eau, notamment en juillet et puis parfois en mai et en juin pour l'irrigation des jardins, notamment. Donc c'est le vert et le rouge. Donc voilà, donc ça a permis de mettre ça en avant. Et donc, ça, typiquement, lorsqu'on fait des approches générales, comme j'ai pu vous montrer, de pénurie d'eau, on va prendre une valeur, grosso modo, 160 litres par habitant par jour, qui est la valeur moyenne d'utilisation de l'eau en Suisse. Et bien maintenant, grâce à ce type de graphique, on va pouvoir intégrer une dynamique à ce 160 litres par habitant par jour et réaliser que finalement, ce n'est pas la valeur qu'il faut utiliser pour l'ensemble de la période. Et puis, on pourrait encore le faire évoluer par davantage de connaissances dans le suivi davantage des usages de l'eau. Donc ces usages de l'eau, d'après la revue de la littérature, il y a plusieurs facteurs qui influencent et maintenant l'objectif c'est aussi de savoir quels facteurs jouent davantage sur les usages de l'eau. Donc on a les facteurs environnementaux, ça c'est clairement pour l'irrigation, évolution de précipitations, température, ça a un impact direct sur les besoins pour l'irrigation. Mais on a aussi des facteurs sociaux qui est finalement le type d'habitation. Si on a un appartement en jardin avec piscine, sans piscine, ça va directement influencer les usages de l'eau. Mais à quel niveau? Si on a une station touristique, quel est l'impact de cette activité touristique sur l'usage de l'eau qui en est fait? Et puis, on a aussi des facteurs économiques qui peuvent jouer, notamment le prix de l'eau dans certains secteurs. Alors, ce n'est pas encore vraiment le cas en Suisse, mais dans certains pays arides, ça peut jouer. Le revenu des ménages, des ménages aisés, généralement, vont s'affranchir de cette question de l'eau. Et aussi, si la commune ou la régie des eaux a mis en place des programmes de conservation et a sensibilisé la population, ça va aussi influencer. Donc pour conclure, aujourd'hui, le risque de pénurie d'eau, on le maîtrise de son point de vue général, mais on peut identifier des grandes tendances, on peut identifier les régions ou les saisons les plus vulnérables, mais par contre, il y a des progrès méthodologiques encore à faire sur lesquels les scientifiques se penchent et sur lesquels on a des bribes de solutions à apporter pour pouvoir mieux se projeter et mieux venir soutenir les décisionnaires, les gestionnaires, et puis le fait d'arriver à intégrer toutes ces dimensions finalement et pas que deux dimensions générales, et ça permet davantage d'étudier finalement pas que le risque de pénurie d'eau, mais aussi d'évoluer vers ce qu'on analyse, qui est la sécurité hydrique. On a des périodes où on est en sécurité hydrique, on a suffisamment d'eau, peu de pression exercée sur le milieu, et donc comment est-ce qu'on peut arriver à maintenir cette situation-là pendant de la pénurie d'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole.